J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en On peut parler? pas en parler librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Silence ou ménopause. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Marie-Pierre Dillenseger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je suis doublement, triplement heureuse de recevoir Marie-Pierre. Déjà parce que, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, s'il y en a parmi notre auditoire, Marie-Pierre, ça fait quelques années déjà que je suis son enseignement. Elle se présentera tout à l'heure un peu plus longuement, mais elle est praticienne, elle est auteure. C'est une spécialiste des arts stratégiques chinois au service de la vitalité. Comme un acupuncteur lirait un pouls chinois, elle décode le temps et elle décrypte l'espace. J'ai eu la chance d'être accompagnée par elle et elle fait vraiment partie de mes mentors avec un M majuscule. Donc, je suis vraiment ravie qu'elle ait accepté d'être notre invitée ce matin. Elle a travaillé énormément sur le décodage des loyautés invisibles, la préservation des forces individuelles et l'art du timing. Y compris dans le traitement de l'infertilité, c'est par ce biais-là qu'on avait eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'ai envie de l'interviewer sur le sujet qui nous intéresse, qui est la ménopause et la périménopause, et d'avoir son œil aguerri sur cette période qui est appelée par les Chinois le deuxième printemps. Donc j'avais envie, Marie-Pierre, ce matin, d'avoir votre avis et votre éclairage sur ce deuxième printemps. Eh bien, merci. Alors, c'est amusant que nous nous rencontrions à un moment donné où l'automne va se terminer pour aller vers l'hiver. Donc, le fait de pouvoir parler des forces de vie que nous gardons tous, quand bien même l'univers, l'entourage, notre corps semble nous dire que nous allons vers une certaine forme de déclin, alors que le mot est pause et transformation et changement et autres lectures du monde, je trouve que c'est un bon clin d'œil, parce que je ne vois effectivement pas la périménopause et la ménopause comme un déclin, comme un retrait. Je pense davantage que cette période fait partie des phases de notre vie absolument utiles à alors on va le dire, à l'accouchement de qui nous sommes. Au risque de surprendre, parce que on va parler d'accouchement de ce que nous sommes au début de notre vie, soit juste à la naissance. Mais en fait, ce que ce deuxième printemps permet, c'est d'être enfin disponible pour ce que nous avons toujours, encore et depuis longtemps à faire et qui n'a pas toujours été possible parce que nous étions dans des années super productrices ou des années de parentage, de maternage. Donc là, il y a dans la lecture chinoise, la première chose, une acceptation nécessaire de ce que nous traversons des phases de vie différentes, sans pourtant que cela soit à l'occidental une montée en puissance jusqu'à la trentaine, la quarantaine, et puis ensuite une dégringolade jusqu'à la fin de cette vie-ci. Non. Quand on se met à voir la vie, tout événement, comme des cycles. Le cycle évoque, j'ose dire, évoque le cercle, le rond. Ce n'est pas
une ligne montante et descendante dont on ne sait pas où est-ce qu'elle va se perdre. On pourrait dire, en anglais, on dirait reset, l'opportunité de nous repositionner avec un paysage qui n'est pas à être vu comme du noir et blanc après de la couleur, mais comme un paysage différent, nous donnant l'opportunité d'exercer davantage, je vais vous redonner la parole, hein, nous donnant la possibilité d'exercer davantage le je. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à faire? D'autant plus que je ne suis plus aussi définie par des tâches qui ont à voir avec lorsque les enfants sont petits ou lorsque nous sommes en début de carrière ou lorsque nous sommes au sommet de notre carrière. Il y a une ouverture de champ qui arrive, déstabilisante sans aucun doute, parce que tout changement provoque des réajustements. Pour moi, ce ne sont pas des remises en question, ce sont des réajustements. Nous sommes continuellement en réajustement de posture. En fonction des événements politiques, économiques, de ce que dit le voisin, de ce que dit pas le conjoint, de ce que dit la copine ou pas, nous sommes continuellement sollicités par des opportunités de réajustement. La périménopause, la ménopause font partie de ces moments clés de repositionnement, et mon approche, ma lecture, parce qu'elle n'oublie jamais ce que la personne est venue faire dans cette vie-ci. Au-delà de ce qui nous est demandé, au-delà des exigences sociales, économiques, nous portons chacun une responsabilité d'écoute et d'alignement avec l'être que nous sommes. Donc, en tant que femme, nous avons une panoplie, on va dire, de qualités. Nous avons des compétences, celles de la maternité, possibles pour certaines femmes aussi, mais pas pour tout le monde. Nous portons une responsabilité d'écoute, d'accompagnement et d'éclosion de ce que nous sommes venus faire dans cette vie-ci. Il faut du temps, et parfois jusqu'à la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, l'âge de la sagesse, dans la lecture chinoise, c'est 60 ans, hein, c'est pas 25 ans, 35 ans. Et parfois, il faut du temps pour arriver à collaborer avec nos forces propres. Il faut du temps, mais il faut aussi du temps et de l'espace pour pouvoir enfin laisser sortir une responsabilité qui n'est pas celle de la maternité, qui n'est pas celle du parentage, qui n'est pas celle uniquement de la citoyenneté, qui est celle de qu'est-ce que je peux faire comme place à ce que j'ai à vivre dans cette vie-ci. Donc, le deuxième printemps est un appel au repositionnement, et plus nous sommes en lien avec qui nous sommes vraiment, plus nous allons pouvoir écouter, déployer et traverser ce qui parfois représente, soyons clairs, des eaux un petit peu turbulentes, de pas forcément aussi bien dormir la nuit, d'avoir un certain nombre de symptômes. Et moi, j'aime pas le nom de symptômes parce que ça nous met dans la rubrique médicalisée, qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un changement dont l'objectif et l'issue est une reconnexion profonde avec l'être que nous sommes et ce que nous avons vraiment à faire dans cette vie-ci, au-delà
des périodes fertiles de maternité ou des périodes extrêmement mobilisantes d'activité professionnelle. Et par rapport à justement cette période dont vous parlez, ce deuxième printemps, cette reconnexion profonde, ces opportunités, j'allais vous demander de me définir la ménopause en 3 mots, mais vous m'en avez donné un catalogue là. Est-ce que vous avez mis en place dans votre pratique, alors je sais qu'aujourd'hui vous avez moins de pratiques en individuel et que vous vous êtes concentré sur l'écriture. Bon, si, ça continue en fait. C'est bien de le préciser. Ça n'a jamais lâché parce que je n'ai jamais interrompu, mais j'ai quand même publié ces 8 bouquins de coffrets qui m'ont un petit peu, qui ont fait sur les 8 dernières années, qui ont fait que j'ai réduit un petit peu les temps de consultation, mais c'est toujours là et j'y reviens plein pot en fait à l'heure actuelle. Hein. Bon, pardon. D'accord. Donc justement, par rapport à cette pratique que moi j'ai eu la chance, dont j'ai eu la chance de bénéficier, et dont j'espère bénéficier à nouveau, cette pratique d'accompagnement, je voudrais bien que vous nous en redisiez quelques mots, mais surtout, dans cette période-là, est-ce que vous avez justement des femmes qui viennent vous questionner sur ce moment-là de leur vie et qu'est-ce que vous mettez en place plus particulièrement pour les accompagner pendant cette période-là? Alors, d'abord, je précise que j'ai un réseau de médecins traditionnels chinois, d'acupuncteurs, de personnes qui sont plus spécialistes que moi dans l'accompagnement qui serait médical, hein, de symptômes. Donc, par contre, parce que ça fait quand même presque une trentaine d'années que j'accompagne, hein, en mode de consultation, j'ai à l'heure actuelle des personnes qui sont venues à moi il y a bien longtemps pour des questions de fertilité et qui maintenant se retrouvent dans une position où la maternité demeure, les enfants sont arrivés, le rôle du parent demeure, on est parent jusqu'à la fin de sa vie, ou si on n'a pas d'enfants soi-même, accompagnant d'autres enfants. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas forcément de différence que ce sont les siens ou d'autres enfants quant à la qualité du lien qui peut se mettre en place. Et donc, à l'heure actuelle, enfin, la manière dont ça se formule, ce n'est pas tant donc la gestion, la compréhension des symptômes, mais physiques qui peuvent être pénibles, mais qui ne durent pas à jamais. Hein. Je précise là que notre version occidentale du temps, qui est parfois très linéaire, a tendance à dire je vais pas bien, je n'allais pas bien, je n'irai pas bien. Et moi, je rajoute toujours rajouter pour le moment. C'est pour le moment. Tout est cyclique. Il y a une phase qui clapote à traverser, ça changera. Bon. Donc, la manifestation, c'est quoi du vide. L'idée de ce que il y a une perte de valeur personnelle. Ça, c'est renvoyé aussi par la société, d'une certaine manière, une perte de valeur personnelle. Soit on a intégré le fait que, il y a une espèce de non-droit à vraiment déployer des projets auxquels on a pensé, mais qui ont été laissés en dormante pendant toute la période d'activité. Donc, arrivé le moment où c'est peut-être un peu possible, ce sentiment de perte de valeur et de vide se manifeste dans mes consultations par l'effroi du vide et de la faim. L'idée d'arriver vers une voie de garage, l'idée d'être du côté de ce qui va être recyclé. On va recycler. Alors, où on va être vraiment mis de côté. Donc, il y a la manière dont moi je peux le dire, c'est que il y a alors on pourrait dire, il y a une perte de sens pour ces femmes, nourrie parfois par l'entourage ou par les mémoires qu'elles portent ou que nous portons tous de femmes qui, dans nos familles, dans nos histoires anciennes personnelles, ont été effectivement mises sur une voie de garage à la ménopause. Ok, bon. Mais la manière dont moi je le lis et dont je le reformule, c'est une perte. Enfin, c'est d'autant plus douloureux que
le lien avec soi-même et ses forces vides qui ne vivent. Vous voyez, j'ai failli faire lapsus. Le lien avec nos forces vives n'ont pas été cultivés. Donc, on a l'illusion d'un vide, d'une fin de quelque chose, mais moins nous sommes connectés à ce que nous voulons faire quand nous allons pouvoir le faire. Plus le discours extérieur sur la ménopause a d'impact et nous démobilise. Donc, d'où l'intérêt et d'où l'importance pour nous dans ce podcast aussi de justement porter ce message de ce début, de cette nouveauté, de cette transformation, mais pas de cet arrêt. À ce que vous me dites, on est vraiment complètement dans la cohérence. Tout à fait. Et de l'intérêt de maintenir, de ne pas lâcher ou de retrouver, si on l'a lâché pendant un certain nombre d'années, un lien fort avec nous-mêmes, qui nous sommes, bien que nous soyons des femmes, ne peut pas être défini par le seul féminin. Nous sommes des âmes incarnées dans cette vie-ci, oui, dans un corps féminin, mais qui a à sa disposition et sur son chemin toute une palette d'actes à poser. Il y a ce que nous avons à apprendre, il y a ce que nous avons à faire, il y a ce que nous avons à oser, il y a ce que nous avons à construire. Donc plus nous sommes dans une situation où notre valeur est essentiellement dérivée de notre capacité d'enfantement, de notre capacité de parentalité, notre capacité ou de performance professionnelle, moins il y a pendant un certain nombre d'années et des années formatrices qui nous marquent, moins il y a de la place pour investir, maintenir le lien profond avec qui nous sommes dans nos différences, Alors, je crois qu'on appelait ça autrefois le jardin secret. Je veux dire, il faut qu'on garde secret dans notre jardin l'envie pour certaines d'écrire, d'autres de jardiner, d'autres de faire de l'escalade, etc. Et puis, donc, du coup, quand ça reste secret très longtemps, ça s'oublie. Ouais. Je veux dire, moi, les quelque chose que j'ai réussi à cacher parce que je me disais, il faut pas que ce soit volé. Je pense à une bague, je l'ai jamais retrouvée. Je l'ai cachée, c'est secret, je sais pas où elle est. Donc du coup, je l'ai pu, je sais pas où elle est, et elle est quelque part. Et un jour, quelqu'un d'autre la trouvera peut-être. Vous voyez ? Donc cette idée que, or moi, je mets sur la table le fait que nous sommes équipés de talents multiples, et nous n'avons personne n'a les mêmes. Personne n'a les mêmes. Et comme dans notre société, que j'aime quand même, faut pas que j'exagère en disant ça, mais comme dans notre lecture habituelle, la manière dont nous sommes élevés, le mot de compétence ou de talent, il est presque kidnappé par tout ce que par les apprentissages que nous faisons, l'acquis, ce que nous apprenons, ça doit être tamponné par un diplôme ou par une expérience, etc. Or, dans cette lecture chinoise, ce qui va nous permettre d'avancer et en étant en vitalité, c'est de rester connecté avec nos talents innés. Certains de ces talents innés vont rencontrer des talents acquis. Je veux dire, si naturellement vous aimez résoudre des puzzles, et que vous serez peut-être bon en maths et puis vous aurez peut-être une carrière scientifique. Mais où va se nicher le besoin que la personne en question aurait d'être au contact des arbres, par exemple. Et donc il y a deux scénarios. Il y a les personnes les femmes qui depuis longtemps, ni vu ni connu, ont fait de la résistance. Elles ont quand même investi dans des territoires d'intérêt personnel, quand bien même elles avaient des responsabilités multiples.
familiale, d'épouse, parentale, professionnelle, etc. Donc, ces femmes-là voient arriver, alors je généralise, mais quand même, ont un petit galop d'avance quand arrive le deuxième printemps, parce que le terreau est déjà travaillé et elles vont être moins se culpabiliser d'aller vraiment maintenant faire un stage qui correspond vraiment à quelque chose qu'elles n'ont pas eu le temps de faire avant. Et puis, il y a celles, et aucune critique de ma part, il y a celles qui ont dû garder vraiment secret leurs intérêts, au point que par moment, on finit par douter que ça vaut la peine de s'en occuper. Et puis, comme il y a cette lecture de après, je sais pas quel âge maintenant en France, à partir de tel âge, on doit aller sur une voie de garage. Et pourquoi tu vas faire ça maintenant? Tu pourrais enfin te reposer. Mais la ménopause, c'est une pause pour transitionner. C'est pas une pause pour se transformer en papier peint chez soi sur son canapé. Du tout. Bon, faut m'arrêter là parce que je vais m'énerver. Et justement, pendant cette période-là, les femmes que vous accompagnez, est-ce que vous avez le sentiment que quand elles ont des compagnons, des maris, c'est des choses sur lesquelles les hommes sont aussi en questionnement par rapport à cette période-là, de ce qu'est en train de vivre leur compagne, leur épouse, leur mère, leur sœur, ou pour l'instant c'est un vrai questionnement féminin? Alors moi je pense que en fait mon conseil il est systématiquement de communiquer de s'approprier la communication sur le sujet. Vous savez, comme dans les politiques, ils ont des services de com qui formatent les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait du mal, c'est de penser que l'autre, donc c'est d'avoir un a priori, de penser que l'autre, le conjoint, les hommes qui nous accompagnent, sont équipés de naissance de la compréhension de ce que nous traversons. Parce que il y a plus à gagner de maîtriser notre communication sur le sujet et de les mettre au courant et d'oser les déprogrammer un petit peu, plutôt que de faire confiance a priori, qui nous fait courir le risque que de tout d'un coup, il y ait une remarque qui soit pas la bonne. ou une récupération. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. De nos propos Mais oui, puisque nous avons déjà, encore aujourd'hui, ça change, et puis grâce à un podcast comme vous, et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent, elles sont elles-mêmes agissantes sur le territoire, au service de l'ensemble de nous toutes. Mais bien que la lecture chinoise d'ailleurs nous mettrait dans le rôle yin. Il y a cette lecture très simpliste, mais qui est plus occidentalisée. Les femmes sont yin, et puis les hommes seraient yang. Moi, je milite pour un contre-pied qui est d'être agissante au service de la défense de notre territoire nouvellement acquis, où nous allons, où le périmètre change, mais où nous avons à maîtriser, le terme est exagéré, mais nous avons à être au fait et leader sur la communication à notre sujet. Et donc, c'est parce que nous osons dire à la fois notre force, notre désir de vivre pleinement, mais aussi le fait que, on n'a peut-être pas si bien dormi que ça les 3 dernières nuits, que nous bâtissons un territoire de plus en plus sécurisé avec le conjoint ou la personne. Mais nous ne pouvons pas, je pense que c'est dommage en termes de parade, en anglais to assume, de penser que l'autre, masculin, qui a connu sa mère, qui a connu peut-être sa sœur ou les grandes-tantes, etc., qui peut avoir une image pas florissante de la ménopause, je pense que c'est une erreur d'avancer sans définir nous-mêmes ce que nous ressentons et ce que nous attendons éventuellement de l'autre. Alors ça, j'ai osé dire, mais je pense que c'est important.
Et il y a une chose que je voudrais absolument. Je partage complètement votre avis là-dessus et je pense que les hommes sont preneurs d'informations aussi parce ils sont autant dans le brouillard que nous. Totalement, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment dit, mais qui est le fait d'arriver dans une période de notre vie où la contraception n'est plus nécessaire. C'est génial. C'est génial. Bon, alors, et ça, je l'entends pas suffisamment. Alors, ce qui est malheureusement aussi, ouais, alors c'est aussi enfin, l'une des choses moi que j'ai entendu beaucoup dans les expériences de femmes qu'on a partagées, c'est que à la fois il y a ce moment où on n'est plus dans la contraception, mais en même temps on est dans aussi moins de désir. Et que ça a aussi un impact sur le couple, ce moment où le désir chez la femme a parfois pour le coup une vraie chute. Et que... Il en prend un coup, il en prend absolument un coup. Ouais. Mais ce manque de désir par rapport à ce qui était avant, avec le partenaire, hein, va en parallèle avec la possibilité de néanmoins porter, je sais pas si on peut utiliser le terme de désir, mais notre désir sur d'autres objets en termes d'activité, d'investissement. Tant que l'on considère que le désir, d'abord le désir, il se force pas. Il se force pas, même quand on a 30 ans. Il se désire, il ne se force pas. Et les femmes, nous avons à aussi, moi je pense que dans ma pratique, il y a des femmes simplement qui maintenant se forcent moins, pour être crues, se forcent moins, parce que comme si la ménopause leur donnerait une excuse de moins se forcer, mais au bout du compte, c'est leur voix propre qui s'exprime. Complètement. Qui s'exprime. Et pour moi, quand nous arrivons à entendre, porter, émettre et maintenir notre voix, sachant que la ménopause n'est pas la fin du désir, c'est autre chose dans laquelle nous ne pouvons pas rentrer dans une situation où nous serions agis par des circonstances qui nous dépasseraient. Et donc là, il y a quelque chose que je veux absolument dire, qui est que d'un point de vue personnel et dans mon discours aussi, dans mes échanges, quand j'ai la possibilité de prendre la parole, j'ai toujours considéré que un corps vivant, c'est un corps en mouvement. J'ai toujours considéré qu'un corps vivant, c'est un corps en mouvement. C'est la quintessence de l'approche chinoise par rapport à la lecture occidentale. Nous sommes vivants, présents en Occident parce que nous pensons, nous existons parce que nous pensons. Je pense, donc je suis, donc j'existe. Dans la lecture chinoise, le vivant se définit par le mouvement. Donc au niveau individuel, c'est la capacité d'avoir un corps en mouvement. Donc, moi, ce que j'ai fait personnellement, je suis plutôt une active, hein, j'ai toujours nagé, je me suis toujours débrouillée dans tous les endroits où j'ai habité pour trouver les piscines. Des fois, à Paris, c'était pas simple parce qu'il fallait trouver la bonne, etc. Mais dans les piscines, enfin, pour moi, et ce que j'ai fait, c'est que de manière préventive, j'ai accentué la dose. C'est-à-dire que là où j'y allais 3 fois par semaine, j'ai fini et je maintiens aujourd'hui à y aller tous les jours. Alors, c'est un peu trop, c'est un petit peu exagéré, mais ce maintien, ça fait du muscle. Alors pour d'autres, ça va être le vélo, ça va être autre chose, ça va être même au minimum de marcher, de sortir du canapé, hein, parce que le corps réagit favorablement. Et même après quelques jours, à sa mise en mouvement, c'est comme si on défiait un petit peu la gravité, la gravité. Vous savez comment on dit en français, the gravity, le sentier, la gravitation. C'est quand bon. Alors les rides, elles vont y être quand même, mais du coup, le corps garde une élasticité, une tonicité et crée, je pense, l'activité comment est-ce qu'on va dire, ça active la dopamine, etc. Donc, tout simplement. Et donc,
Alors, il y a un paradoxe, c'est que quand Oui. Et puis ça aide à juguler la production de cortisol aussi, qui est aussi une hormone qui est pas terrible pendant cette période-là. mais bien sûr, hein. Et quand il y a un discours ambiant et puis des moments où nous n'avons plus envie de bouger autant qu'avant, là, il y a un contre-pied à prendre. Il y a un contre-pied à prendre qui n'est pas simple et il faut surtout pas se culpabiliser. Ce qui compte, c'est, même si on laisse passer 3 jours, on reprend quand même, on continue quand même. Donc, les fonctions de, comment dire, donc les forces vives, quand le corps bouge, vont être beaucoup plus disponibles, y compris pour sur la question du désir, bien sûr. Donc ça peut paraître très simpliste de penser que l'activité physique ou l'investissement où il faut bouger le corps serait un remède à ce que la ménopause propose, mais il n'y a pas de mystère. Vous bougez votre corps, vous allez néanmoins mieux dormir, même si vous êtes dans une phase où vous êtes quelqu'un pour qui la ménopause affecte le sommeil. Et donc là, je suis féroce. Je suis féroce avec moi-même. Je ne lâche pas là-dessus parce que chaque fois que je lâche, eh bien, le coup de blues arrive, forcément. Mais le destin n'est pas le coup de blues. Cette notion du mouvement, elle est importante encore plus à cette période. Du mouvement et des muscles qui travaillent. Des muscles qui travaillent. Donc, il y a à surenchérir. Et ce n'est pas vrai. On ne peut pas reprendre de l'activité. C'est pas vrai de penser qu'on ne peut pas reprendre si on a arrêté pendant 25 ans. La marche, c'est facile. Et puis, un peu plus tous les jours. Puis après, ça devient une drogue qui, j'ose dire ça, une drogue vertueuse qui ne nous lâche plus. Parce qu'une fois que l'habitude est en place, nous sommes en relation, notre corps en a besoin. Et pour faire un lien, Marie-Pierre, avec votre dernier livre qui vient de sortir, Bien chez soi, dans cette phase-là, justement, dans cette phase de transformation, dans cette phase de périménopause, ménopause et puis post-ménopause après, le bien chez soi, justement, comment on le cultive? Alors, en fait, je vais répondre par un autre livre, lui qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, qui s'appelle une chambre à soi, une chambre à soi, et qui pose le fait que, d'abord, la ménopause, c'est féminin, hein. Donc c'est à nous. Ça peut être un peu un caillou, mais c'est quand même à nous, hein. Donc pour moi, c'est en lien avec la notion de territoire personnel qu'il convient maintenant de valider, de renforcer. Donc au niveau du lieu, avons-nous toutes notre fauteuil à nous? Avons-nous toutes notre pièce à nous? Alors bien sûr que non, parce que on vit avec du monde, parce que on est généreux, parce qu'on laisse le fauteuil, on laisse les gens s'installer à notre bureau, à notre table, etc. Non, là c'est un moment où de centrage personnel, d'écoute personnelle. Pour être à l'écoute de nos forces vives qui ne se disent pas encore, il est important d'avoir au minimum votre fauteuil, votre chaise ou votre fenêtre qui vous permet de regarder un paysage ou un coin d'arbre ou un coin de ciel qui est à vous. Donc, je milite pour une prise de territoire vraiment bien gagnée et une négociation avec l'entourage pour que on ne vienne pas encore marcher sur nos plates-bandes. Nous serons d'autant plus disponibles pour l'entourage que nous avons notre tapis de méditation, notre coin, et que nous ne sommes pas sans arrêt en transit chez nous, parce que c'est le chat qui est sur le fauteuil, parce que c'est je sais pas qui est sur le fauteuil, et que ce sont nos enfants devenus grands qui nous piquent nos crayons. On arrête là. Soyons sérieuses. Soyons au service de nous-mêmes. Ça va, non? Prenons notre espace.
Défendons-le sans agressivité d'ailleurs, mais il y a 2-3 choses qui peuvent être dites. Et puis du coup, enfin bon, vous m'entendez, vous entendez l'esprit avec lequel. Donc l'idée dans cette période-là, c'est ça, c'est d'effectivement, moi j'ai retenu les mots d'opportunité, de réajustement, de responsabilité, de compétences nouvelles, d'appel au repositionnement, de cette reconnexion profonde dont vous avez parlé, de prendre sa place. Alors ça me parle terriblement, ça, en ce moment, le besoin de prendre sa place encore plus. Et de s'écouter, mais de s'écouter. Moi, je dis aussi, par exemple, je pense que sur des questions de colère, sur des questions de douleur, je ne vais jamais dire étouffez votre colère ou arrêtez vos larmes, parce que je sais que une colère qui ne peut s'exprimer, elle va mijoter au fin fond de nous-mêmes, elle va nous faire mal au foie. Une douleur qui ne peut se dire parce que les larmes embêtent l'entourage, elle va finalement nous miner aussi. Mais ce que je sais, c'est que au-delà de ces moments-là, donc écoutons-nous, on peut même se mettre en colère, on peut mettre sur le fait que on n'est plus comme on voulait avant, etc. C'est totalement OK parce qu'une fois que c'est exprimé, dans notre territoire, des fois juste de nous à nous-mêmes, derrière, il y a la joie. Il y a de la joie. Et puis, la vie, elle est pas noire et blanche, elle est pas bonne ou pas bonne. La vie, c'est complexe. La vie, il y a des hauts et des bas. Et des fois, ça clapote. Et en périménopause ou en ménopause, ça clapote. Ça clapote, il y a un peu des tourbillons, on se fait éclabousser, mais ce n'est pas la fin, c'est la fin d'une phase. Et c'est du coup une disponibilité à une liberté que nous n'avions pas avant. Et alors, justement, j'ai envie de profiter de ce mot de liberté pour que ce soit un mot de la fin. Si vous aviez un message à faire passer là aux femmes qui rentrent dans cette période-là, ce serait lequel? Aimez-vous. Et puis le deuxième, c'est bouger. Bougez votre corps. Bougez votre corps. Eh ben, merci beaucoup Marie-Pierre pour ce joli éclairage qui à la hauteur de tous les échanges que j'ai eu la chance d'avoir avec vous. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir accepté de partager votre sagesse avec nos auditrices. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Puis pour moi, c'est un privilège d'être avec vous, Valérie, puis avec tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci, ne doutez pas. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.